Mon intervention s'intitule L'enracinement et la mondialisation, le problème du patriotisme au Japon. Ce que nous allons examiner sous ce titre, c'est le problème des conditions dans lesquelles des institutions humaines fonctionnent après la mondialisation, surtout celui dans les pays non occidentaux. Plus précisément, afin d'entamer ce problème, nous chercherons à rendre compte schématiquement de l'histoire de l'assimilation des droits occidentaux au Japon et en plus à mettre en lumière ce que le gouvernement japonais a effectué pour satisfaire le besoin le plus important, c'est-à-dire pour enraciner la population dans le nouveau milieu institutionnel. À travers cet examen, nous confirmerons qu'il a fallu un moment de l'enracinement pour la mondialisation, tandis que l'expansion effrénée du marché libre, dite la globalisation, exige le déracinement, car dans le régime de la globalisation, ces porteurs regardent souvent les institutions de chaque pays comme barrière de l'activité économique en insistant sur la nécessité de rendre homogène le monde entier et en conséquence, nous nous trouvons en face de la liquéfaction des institutions propres à chaque culture. Soit dit en passant, à cause de cette liquéfaction, les réactions contre la globalisation s'expriment sous la forme de simplisme, à savoir protectionnisme, de chauvinisme, etc. Alors, quel était le processus de la mondialisation? Quant au domaine juridique et politique au Japon, comme nous l'avons le voir ci-dessus, il s'est déroulé comme un effort tâtonnant et contradictoire, puisque le gouvernement japonais, tout en introduisant les lois occidentales, les a traduites en japonais et en plus les montrait comme celles propres en s'appuyant sur les notions des vieux mots qui ont été employés à la traduction. Autrement dit, les lois occidentales se sont assimilées en étant transformées comme si elles s'étaient transmises de l'Antiquité. Évidemment, il est facile de retrouver une contradiction dans cette manœuvre, mais il semble qu'il est essentiel pour visiter le processus de la mondialisation, de ne pas exclure cette contradiction de nos perspectives et de persister à saisir ce qu'il veut dire. Car les pays non occidentaux ont dû extérieurement se montrer équipés du système juridique occidental pour être l'État souverain, c'est-à-dire pour ne pas être colonisé, et antérieurement s'autoriser de sa propre culture pour valider ses lois. Donc on peut dire que ce processus a dû en principe permettre d'interpréter diversement ce système et d'apporter des systèmes multiples. Certes, appelé la mondialisation, le monde est devenu littéralement un monde, mais ce monde doit être une multiplicité de mondes. Sinon, ce monde serait devenu totalitaire à l'échelle globale. Ce que nous devrions ici dans le processus de la mondialisation, c'est une difficulté de l'enracinement. Néanmoins, pour opposer une résistance au totalitarisme mondial et au simplisme, il est indispensable de reconsidérer l'enracinement comme nourriture d'un certain nombre d'âmes humaines. Il s'agit de la manière d'enraciner. Alors, permettez-moi d'omettre la première moitié, c'est-à-dire la partie sur l'histoire de l'assimilation des droits occidentaux au Japon, pour conserver le temps d'une discussion. Saisissons son point essentiel. Pour assimiler les droits occidentaux, le gouvernement japonais ne les a pas seulement traduits en japonais en s'appuyant sur les notions des vieux mots qui venaient des mythes des ancêtres de l'empereur compilés au 8e siècle, mais aussi a tenté d'instituer la croyance en l'empereur comme lien moral national sur le modèle du christianisme. Et au surplus, pour cela, il a aussi tenté d'assimiler l'idée de patriotisme. Et donc, il s'agit de l'assimilation du patriotisme dans la formation du lien moral du peuple au Japon. Pour aborder ce problème, rappelons-nous un passage de François Guizot. Jusqu'au règne des Valois, c'est le caractère féodal qui domine en France. La notion française
la nation française, l'esprit français, le patriotisme français n'existe pas encore. Avec les Valois commence la France proprement dite. C'est dans le cœur de la guerre, à travers les chances de la destinée, que pour la première fois, la noblesse, les bourgeois, les paysans ont été réunis par un lien moral, par le lien d'un homme commun, d'un honneur commun, d'un même désir de vaincre l'étranger. Voilà. En se référant à ce passage, Fukuzawa Yukichi, qui était l'une des figures très importantes sur la scène intellectuelle de l'époque, a mis en question l'absence de ce lien, celle de la nation dans la société japonaise en 1875. Et alors, il a inventé sur le modèle du patriotisme une idée, Hokokushin, qui veut dire littéralement un sentiment du devoir de rendre service au pays, mais elle n'est pas répandue. Elle ne s'est pas répandue. Pourquoi cette invention s'est terminée par un échec? Car elle manquait de fondement. Afin de clarifier cet échec, il est nécessaire de constater ce qui constitue la prémisse du patriotisme, la patrie comme terre sainte. D'après Ernst Kantorowicz, c'est la sécularisation des idées de guerre sainte et de martyr au XIIe et XIIIe siècle qui a engendré la notion de patrie comme terre sainte. Dans cette perspective, la patrie garantit la vie humaine et commune à la place de Dieu, et si bien qu'on doit se dévouer à la patrie en tant qu'être social. Sans l'idée de sainteté originairement propagée par le Saint-Siège, ce dévouement ne pourrait pas se légitimer. Alors, comment assimile-t-on le patriotisme? On peut considérer que le cours sur les sciences occidentales donné par Nishi Amane constitue l'un des premiers exemples d'introduction au Japon de la notion de patriotisme. Dans la partie sur l'éthique de ce cours, il a introduit cette notion. D'après le passage suivant, il est évident qu'il pensait que le patriotisme n'existe jamais au Japon. Il dit « Au Japon, depuis que le système féodal s'était établi, il y a eu le seigneur et vassal. Il était normal que le vassal mourût à la place du seigneur pour y rendre un bienfait. Et pourtant, c'était contraire à la morale que le peuple mourût pour le seigneur. En Occident, il y avait enchaînement une coutume pareille. Mais dans les temps modernes, la société a été bien civilisée et personne ne meurt pour le Seigneur. On meurt non pas pour autrui, mais pour la patrie. Or, pour traduire le mot patriotisme, Nishi a employé une locution aikoku qui veut dire littéralement l'amour du pays, mais strictement parlant, il est par l'affectation de la locution aikoku à la traduction du mot patriotisme que cette locution en est arrivée à signifier l'amour du pays. On peut retrouver aussi ce mot dans le texte du 8e siècle. Dans ce texte, le mot ai est synonyme du nominal du verbe omou et il ne désigne pas l'amour, mais le sentiment qui est gardé dans le fond de son cœur, d'un officier qui reste à l'étranger. En étant composé de l'ai et du koku, qui veut dire le pays, cette locution désigne le sentiment de celui qui tient beaucoup à son pays. Par voie de conséquence, on peut faire remarquer que l'ai, dans ce sens, à la différence de l'amour, désigne originellement l'action seulement mentale, qui n'accompagne pas forcément l'action physique. Mais l'introduction de la notion de patriotisme a changé la signification de cette locution. Alors, les Japonais ont-ils immédiatement compris cette notion inhérente à la civilisation occidentale? Évidemment, on y répond par non. Afin de le démontrer, on doit examiner son assimilation japonaise, le Kyoiku Chokugo, c'est-à-dire le rescrit impérial sur l'éducation.
Après que les intellectuels avaient introduit le patriotisme dans les années 1870, cette notion occidentale n'a pas suscité l'intérêt du gouvernement pour le moment. Mais la situation a changé à cause des établissements de la Constitution et de la diète. D'abord, le président de l'Assemblée constituante a proclamé qu'il fallait instituer la croyance en l'empereur qui se substituerait au christianisme comme lien moral du peuple. Effectivement, les rédacteurs forgèrent les termes juridiques principaux en s'appuyant sur les vieux mots qui constituaient le mythe ancien et qui représentaient l'empereur omnipotent, et le gouvernement propagea la doctrine qui fixait l'empereur comme législateur infaillible, autrement dit, comme lieu de savoir absolu. Par le livre de commentaires de la Constitution publié en 1889, ensuite le gouvernement promulgua le rescrit impérial sur l'éducation juste avant l'inauguration de la diète. Qu'est-ce que le rescrit impérial sur l'éducation? Nous mettons cette partie sur ces détails, surtout sur les conditions de sa promulgation. En bref, il en résulte que ce rescrit a deux particularités. Celle de mélanger les normes sociales traditionnelles venues du confucianisme et la notion occidentale de patriotisme, et celle de faire confondre la patrie avec l'empereur. D'abord, examinons celle-là. Ce rescrit consiste en deux parties. La première moitié est composée des normes sociales traditionnelles, à savoir la piété filiale, le lien fraternel, celui amical, celui conjugal, la confiance entre amis, l'humilité, l'assiduité. La deuxième partie change brusquement de sujet et parle du légalisme et du patriotisme. Il est incontestable que ces idées, notamment cette dernière, étaient étrangères à la plus grande partie de la population japonaise de cette époque-là. Sur ce point, consultons un commentaire quasi-gouvernemental publié en 1891 par un penseur Inoue Tetsujiro à la demande du ministre de l'Éducation nationale. Selon ce commentaire, pour ne pas être colonisé, il faut que le Japon s'efforce de provoquer la population à faire le sacrifice de sa vie au public, dont la base est renforcée avec les normes traditionnelles, et aussi qu'il parle à l'état d'urgence en cultivant l'esprit patriotique. Mais Inoue Tetsujiro dit qu'il est difficile à la population de comprendre le rescrit, car il dit « En Asie orientale, personne n'a jamais traité du patriotisme. Et donc, on va montrer maintenant que le patriotisme est la vertu aussi importante que les normes traditionnelles. » Voilà. Alors, comment Inoue Tetsujiro a expliqué le patriotisme? Le patriotisme, Inoue Tetsujiro dit, est la vitalité de l'État. Selon lui, l'État, de même que l'organisme, croît, se développe et vieillit, et donc il faut toujours cultiver cette vitalité. Comme il est connu au Japon pour avoir introduit la philosophie allemande du XIXe siècle, surtout l'idéalisme, il parle apparemment de l'organicisme hégélien, mais en fait, c'est une fausse idée de l'État comme organisme, car pour lui, l'État comme organisme signifie le corps humain, dont le cœur représente l'empereur, et les membres, le peuple. Certes, à cette époque-là, au Japon, il y a eu les variantes d'une théorie pareille, qui évoquait plutôt l'organicisme médiéval occidental. Mais en ce qui concerne ce commentaire, il a inévitablement supposé que l'empereur constituait le cœur qui donnait un ordre, l'ordre de pratiquer un respect du lien moral qui n'existe pas. Pour mélanger les normes existantes et le lien moral occidental, autrement dit, pour faire exister ce qui n'était pas là, comme s'il avait été là depuis l'Antiquité,
on a exigé la figure mythologique, c'est-à-dire le tout-puissant qui sait tout. Ici, il se profile la deuxième particularité du rescrit. Ensuite, examinons la deuxième particularité du rescrit. Il s'agit du fait suivant. C'était l'empereur qui a officiellement assuré qu'il existait le lien moral dans le domaine public et qui a créé ce domaine moderne sur la base de celui privé discipliné par les normes traditionnelles de la population. Cela voudrait dire non seulement que l'empereur jouait le rôle de garant de la vérité dans le domaine public, mais aussi qu'il constituait le seul accès de la vie publique. Et donc, Inoue Tetsujiro prêche comme suit. Et si les sujets n'obéissent pas aux ordres de l'empereur, la force d'union de l'État n'affaiblit pas seulement, mais il est aussi possible que la désobéissance empêche les politiques qui avaient pour but d'améliorer le cadre de vie des sujets de se réaliser. Par conséquent, il va de soi qu'il faut graver la volonté de l'empereur dans son cœur en tant que sujet et qu'il ne faut pas la transgresser. Voilà. Ainsi, c'est transformer le patriotisme en dévouement à l'empereur. Certes, si nous considérons cet organisme comme une sorte de corpus mysticum, nous pouvons qualifier ce discours d'authentiquement patriotiste. Mais en fait, Inoue Tetsujiro n'a mentionné ni la sainteté de l'organisme, ni celle de la terre, ni de le martyr. Il semble qu'il s'est inspiré plutôt de l'idée féodale d'allégeance, c'est-à-dire de la mort pour le Seigneur. En effet, en prenant conscience de la particularité de sa théorie du patriotisme, il l'a singulièrement rebâtie plus tard. Il dit: au Japon, l'allégeance n'est pas différente du patriotisme. Le patriotisme s'identifie à l'allégeance. On ne peut pas séparer les deux. Cela constitue un attribut de notre pays. Voilà, forcément, le rescrit qui amenait un discours confus pareil a prêté à contestation. Prenons pour exemple représentatif le livre suivant, Bushido, publié par Nitobe Inazo. Son but consistait à mettre au jour le lien moral japonais qui pouvait être comparé au christianisme en Occident. Car le motif décisif qui l'a conduit à écrire ce livre, c'était une question qu'un juriste belge de Lablais lui avait posée en ayant su qu'on n'avait aucun enseignement religieux dans les écoles au Japon. Le juriste belge a dit: pas de religion. Comment alors arrivez-vous à donner une éducation morale? En étant incapable d'y répondre à ce moment-là, il a posé sa propre théorie sur le lien moral japonais, environ 10 ans après. Pendant ce temps, au Japon, il y a eu une controverse à propos de la relation entre le rescrit et le christianisme. Celui qui a amorcé cette discussion, c'était Inoue Tetsujiro. Il a prétendu que le christianisme détériorait la croyance en l'empereur et donc le patriotisme comme loyalisme envers l'empereur. Et alors, en étant un chrétien, Nitobe a tenté de refuter cette assertion et de forger sa théorie sur l'éthique au Japon en séparant le maître terrestre du Père céleste. Mais est-il possible d'instituer le patriotisme comme éthique terrestre, sans religion? Nitobe tout d'abord compare le Bushido à la chevalerie en Occident. Mais il faut remarquer qu'il pensait que la chevalerie, en étant détachée de la féodalité, avait été adoptée par l'Église et qu'il déplorait qu'il n'y eut pas de religion au Japon comme nourrice du Bushido. C'est pourquoi il s'est trouvé dans la nécessité de montrer le Bushido comme s'il avait été un assemblage du bouddhisme, du shintoïsme et du confucianisme. En réalité, comme il le connaît,
Ce qu'il a nommé le Bushido est composé plutôt des pratiques que doivent observer les combattants nobles, tant dans la vie journalière que dans l'exercice même de la profession. Effectivement, nous pouvons retrouver des descriptions de ces pratiques dans les livres de préceptes familiaux du shogun et des grands vassaux. Ces livres jouaient un rôle essentiel dans le domaine politique et juridique avant l'évolution Meiji. Or, bien que ces pratiques ont fussent en vigueur que dans la classe guerrière qui représenta environ 3% de la population à l'époque Edo, Nitobe croyait qu'elle pouvait ou devait devenir l'éthique nationale. Pourquoi? Voici l'enjeu du Bushido. Nitobe avance comme suit. Quoiqu'il les Bushi se tense socialement à l'écart de la masse populaire, il représentait pour elle un modèle de moralité. Et il l'a guidée par l'exemple. J'admets que Bushido ait eu ses enseignements ésotériques et exotériques. Ceux-ci furent démoniques, préoccupés du bien-être et du bonheur de la communauté. Ceux-là furent arétaïques, exaltant la pratique des vertus pour elles-mêmes. Il n'y avait dans l'activité humaine aucun courant, aucune tendance de la pensée qui ne reçut en quelque mesure une impulsion de Bushido. Le Japon intellectuel et moral fut directement ou indirectement l'œuvre de la chevalerie. Voilà, clarifions ce dont il s'agit ici en nous référant à un livre représentatif de préceptes familiaux de l'époque Edo. D'après un passage qui insiste sur l'importance du giri, giri, ça veut dire la justice et aussi le devoir, tandis que les classes sociales, excepté celles guerrières, poursuivent la propre entrée, celles guerrières seules se dévouent au giri. Et donc, la population considère vénérablement les bushi comme dirigeants et le pays se stabilise moralement et physiquement. Ainsi définissait-on les pratiques guerrières comme éthiques désintéressées. Et cette idée a inspiré le Bushido à Nitobe. Effectivement, en critiquant la suprématie de l'économie, il insiste sur le rôle en Occident du christianisme comme éthique et retrouve ce rôle dans le Bushido, qui, selon lui, peut disparaître avec la féodalité. Bien que le Bushido ne fût composé que des pratiques guerrières et en plus que Nitobe fut chrétien, il s'est obstiné à s'appuyer sur le Bushido pour résister à la suprématie de l'économie. Car pour lui, la cause principale japonaise de la modernisation consistait en Bushido. Il explique ce qui veut dire comme suit. Le motif qui nous a déterminés n'a pas été de développer nos ressources physiques ou d'accroître nos richesses, moins encore d'imiter aveuglément les coutumes occidentales. Maintenant, nous pouvons tirer de sa tentative une manière de la mondialisation en Orient. D'un côté, d'assimiler le système occidental et d'autre côté, de s'enraciner dans son éthique inventée pour faire entrer ce système en vigueur, et en même temps pour empêcher la liquéfaction des normes traditionnelles causées par la pénétration effrénée du capitalisme. Mais à propos de la tentative japonaise, nous devons reconnaître qu'elle était vouée à l'échec. L'obstination de Nitobe démontre la difficulté de bâtir le lien moral moderne sur les normes féodales. Pour moderniser le Bushido, il a exigé de la population le loyalisme à l'empereur, qui n'avait originellement aucun rapport avec les pratiques guerrières. Et au surplus, il en est arrivé à identifier le patriotisme et l'allégeance à l'empereur, de même que Inoue Tetsujiro. Certes, plus tard, en abandonnant le Bushido, il a avancé le Heimindo, ça veut dire littéralement le chemin plébéien, en fait le principe démocratique,
qui se réfère au christianisme, mais il a invariablement exigé le royalisme à l'empereur. Il n'a pas pu s'empêcher d'avoir recours à la figure de l'empereur, plus exactement le corps de l'empereur, pour l'établissement du lien moral. Car si nous implantons une remarque pertinente à Hans Kelsen, l'âme sans corps est en général impossible et que l'âme d'État suppose le corps d'État comme l'individu. En bref, les Japonais assimilèrent l'idée de lien moral, soit dit en passant aussi celle d'État, en les ayant humanisés. Alors, quel est l'aboutissement de cette humanisation? D'abord, comme Simone Veil l'a fait remarquer dans un article qui qualifiait la Seconde Guerre mondiale de guerre de religion, le patriotisme japonais tomba dans l'idolâtrie. Or, cette idolâtrie consiste à délimiter une région sociale à l'intérieur de laquelle le couple de contrôler bien et mal n'a pas le droit d'entrer. Dans cette région où le discernement du bien et du mal disparaît, on n'a plus besoin de réfléchir soi-même sur ce qui fait la loi, autrement dit, la limite dans l'humanité. Ainsi surgit une sorte de folie de l'humanité sans limite. Comme cette idolâtrie se fonde sur l'idée de la société qui exclut l'extérieur, il n'y a pas d'autrui. Et donc ensuite, le patriotisme japonais conduit ici au monde sans autrui. Apprenez le commentaire de l'esprit par Inoue Tetsujiro. D'après ce commentaire autoritaire, le peuple constitue, dans le sens littéral de ce mot, encore dont le cœur présente l'empereur, et donc ce corps n'est pas un agrégat populaire, mais une masse homogène. Cette doctrine sur le lien moral a montré sa puissance à l'état d'urgence, comme le l'esprit l'avait prévu. Dans les années 1930, en propageant le néologisme Chukun Aikoku, qui était employé en tant que traduction du mot patriotisme, et ses variantes, à savoir Kumintai, qui veut dire l'unité de l'empereur et du peuple, Ikunbanmin, qui veut dire l'union d'un seul empereur et de gens innombrables, etc. Le gouvernement japonais a justifié la guerre d'invasion de la Chine et le contrôle idéologique. Il est difficile de bouleverser ce régime tant qu'on considère que l'empereur incarne le lien moral. Afin de constater ce point, citons un livre que Nitobe a publié en 1931, ayant pour but de demander aux Occidentaux de la compréhension pour le Japon. Dans ce livre, il a qualifié le statut de l'empereur de symbole de l'unité nationale, dont le rôle essentiel consistait à unir les gens par un lien mythique de parenté, un lien moral et un devoir légal. Si nous nous référons ici à l'réflexion étymologique sur le mot symbole par Heidegger, nous pouvons mettre en relief ce que l'empereur comme symbole veut dire, la transcendance qui autorise l'unité et qui fonde le logos. Maintenant, nous nous apercevons du paradoxe du patriotisme japonais. Au Japon, on a assimilé les institutions occidentales en les fondant sur la croyance en l'empereur et propagé les images de l'empereur comme tête ou cœur et de l'État comme corps. Pour confirmer cette croyance moderne et pour établir le lien moral national en s'appuyant sur l'idée occidentale du patriotisme. Et donc, nous pouvons dire que le patriotisme japonais était un moyen par lequel le gouvernement japonais adoptait tous les individus au nouveau milieu institutionnel et les transformait en sujet de l'ordre juridique. Mais cette doctrine en est brusquement arrivée à pousser les individus à se fondre en une seule totalité. À l'âge de totalitaire et gestionnaire, où les technologies ont rendu possible la mobilisation générale et le génocide. Dans ce régime, si nous empruntons
l'expression judicieuse à Kantorovitch, l'éthique est sur le point de se dissiper comme de la fumée, et les vies humaines ne sont plus sacrifiées, mais liquidées. Comment faire pour prendre la vie humaine malgré la liquéfaction de l'éthique et des institutions? Avant tout, il faut considérer le problème du patriotisme, c'est-à-dire le lien moral qui constitue l'unité fictive. Ce que l'unité n'est que fictive veut dire la communauté humaine s'appuie sur quelques fictions et en même temps que le lien, qui est le pivot de la fiction communautaire, ne peut être physiquement ni créé ni géré. Le lien annonce l'impossibilité de la toute-puissance et donc la limite de l'être humain. Alors, qu'est-ce que le lien comme limite signifie concrètement? Nous retrouverons la clé de cette question dans l'enracinement de Simone Weil. C'est le milieu vital. Qu'est-ce que le milieu vital peut être humain? On peut y répondre aisément comme suit. La culture, la langue, la société, etc. Nous les qualifions en bloc d'institutions. Autrement dit, et de limites. Et donc, comme Weil le dit, ce qui est souverain ici-bas, c'est la détermination, la limite. Certes, il est difficile de concevoir le souverain, c'est-à-dire le pouvoir indéfini, comme limite, ou l'unité comme multiplicité dans le régime où l'évidence scientifique règne. Effectivement, au Japon, une théorie libérale et pacifiste qui avait avancé la coïncidence des opposés et aussi le transcendant comme néant, en se référant à l'idée bouddhique au cours des années 1930 et 1940, n'a pas seulement été supprimée par le gouvernement pendant la guerre, mais aussi enterrée par la tendance libertaire et scientifique après la guerre. Mais tout de même, il est indispensable de méditer la coïncidence des opposés pour restaurer le milieu vital, les conditions institutionnelles de chaque culture. Il va de soi que ce milieu n'a aucun rapport avec la force brute, comme l'obscurantisme, comme le chauvinisme. Car, comme Weil le dit, cette coïncidence, autrement dit, l'unité des contraires en tant que contraire, constitue la science grecque qui n'a pas d'autre objet que l'action du verbe, comme disaient les Grecs, de l'amour ordonnateur. Ici, il ne s'agit pas de la science grecque, mais des conditions qui autorisent les institutions et de la manière de l'enracinement. Et donc, en maniant un passage de Weil, nous concluons cet examen. Dans la mesure où nous réfléchirons sur l'histoire de la mondialisation, dans cette mesure, son inspiration descendra en nous et rendra peu à peu impossible une partie au moins des bassesses qui constituent l'ère de globalisation et du simplisme que nous respirons. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup le professeur Cadot de son exposé et de l'effort qu'il a fait de nous le présenter en français et pour nous présenter des notions d'une grande complexité, d'une grande subtilité. Peut-être pour le suivre, il aurait fallu un petit glossaire sur certains aspects, notamment sur l'emploi du concept de Bushido, donc qui a été traduit par chevalerie, mais en réalité c'est tout à fait passionnant de voir comment on a essayé de toutes pièces sur cette histoire de patriotisme, comme sur d'autres, dans cet énorme travail sémantique qui a été fait au moment de l'ère Meiji, puisque la même chose a été faite sur presque toutes les grandes catégories occidentales qui ont été importées, retravaillées et pas forcément bien digérées, pour reprendre les expressions de Simone Weil. Donc l'idée a été pour implanter le patriotisme, de faire fond sur ce qui était la tradition féodale japonaise,
en transportant le lien d'allégeance qui était bien connu, qui faisait partie de la culture japonaise, mais qui était toujours l'allégeance à une personne, à son suzerain, au daimyo, dans le cas des plus grands, sur la personne de l'empereur. Et cette tentative qui a donné lieu à l'idolâtrie de l'État, telle qu'elle est dépeinte aussi par Simone Weil, s'est terminée dans la catastrophe, qui en même temps était, si je puis dire, la preuve que le Japon avait été vraiment le meilleur élève de l'Occident dans sa tentative, puisque c'est le pays qui a réussi à s'emparer des catégories occidentales pour devenir lui-même colonisateur de son environnement proche. Alors, je pense que nous aurons... oui, une autre notion importante qui a été évoquée dans l'exposé de M. Cadot, c'est la notion de giri, qu'il a traduit par justice et devoir. Bon, là où l'on retrouve des échos avec le début de l'enracinement sur la primauté de la notion de devoir, et qui est une notion que, alors là, les juristes occidentaux ont, eux, du mal à assimiler, puisque ce n'est pas de penser le lien d'obligation sur le mode d'un échange, et d'un échange contractuel en temps instantané, mais sur le mode d'un lien, et sur le mode d'un lien durable. Si je vous donne un exemple... Parce que, oui, je vais y revenir, excusez-moi de continuer l'exposé, mais c'est tellement passionnant, toutes les questions que vous avez parlé. Dans les catégories accidentales, si j'ai promis, si j'ai conclu un achat, je dois acheter la maison de la vieille dame qui me l'a vendue. Nous avons convenu du prix du jour de la remise des clés. Et puis elle tombe très gravement malade. Bon, au regard des catégories occidentales, la loi, c'est la loi contractuelle. Bon, dans une logique de guéri, ce serait vraiment se comporter comme un barbare que d'exiger de cette vieille femme malade qu'elle quitte son cadre de vie. Donc, je ne vais pas demander l'exécution. Mais ce faisant, j'acquiers sur elle, je lui ai rendu un service, elle me le rendra un jour. Donc, c'est par ce tissage lent de liens. Alors là-dessus, on a plaqué la catégorie de contrat. Donc, toutes ces constructions, c'est extrêmement subtil et d'une façon générale, l'expérience japonaise d'importation des catégories occidentales est d'autant plus révélatrice que c'est ensuite dans ce fond sémantique qu'a puisé la Chine dans son propre travail. Elle a beaucoup repris au travail philologique qui avait pu être fait au Japon pour forger à son tour ses propres catégories normatives. Donc, je ne peux pas résister à la tentation de vous citer, justement, pour souligner l'intérêt que Simone Weil avait pu avoir pour le Japon, ce qu'elle écrit dans cette note sur la colonisation qui avait été évoquée tout à l'heure par Souleymane Bachir Diagne, qui rédigeait en 1943 pour le gouvernement français en exil à Londres. Elle écrit ceci, je cite, « Comme l'alcoolisme, la tuberculose et quelques autres maladies, le poison du scepticisme est bien plus virulent dans un terrain naguère indemne. Nous ne croyons malheureusement pas à grand-chose. Nous fabriquons à notre contact une espèce d'homme qui ne croit à rien. Si cela continue, nous en subirons un jour le contre-coup avec une brutalité dont le Japon de 1943, donc on est en pleine guerre du Pacifique, nous donne seulement un avant-goût. » Fin de citation. Donc, on retrouve là cette idée de milieu vital, c'est-à-dire que dans le phénomène de l'oppression, de l'imposition d'un modèle à d'autres cultures, en fait, l'idée de Weil, c'est que la culture occidentale a ses propres antidotes. Nous avons des contrepoids qui permettent en particulier que l'individualisme radical, par exemple, soit contrebalancé. Une fois exporté sur des terres indemnes, alors elle fait la comparaison avec la tuberculose, vous avez utilisé aussi la métaphore de l'organisme, eh bien, cela produit des effets encore plus ravageurs qui finissent par revenir dans le pays d'origine. C'est tout ça pour vous montrer qu'il y avait une très grande réflexion chez Simone Weil
sur les effets de l'imposition et de l'imposition, j'allais dire là on est dans un phénomène de servitude volontaire de la part du Japon qui veut se hisser et être reconnu comme une puissance équivalente aux puissances occidentales. Il y a quelque chose de doublement mortifère et c'est une mise en garde qui peut tout à fait nous éclairer aujourd'hui. De même, et j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir en conclusion parce que cette notion me paraît particulièrement importante à méditer, ce que M. Cadot a dit sur cette remarque de Weil disant que c'est la limite qui est souveraine. Donc nous y reviendrons demain. Bon, si vous n'êtes pas trop fatigué, enfin je vous sens frais comme des gardons, donc on va pouvoir peut-être continuer. Non, parce que si on fait une pause, ça va. Si on termine, vous terminerez plus tôt, vous pourrez aller commenter les exposés. Donc je propose, si elle veut bien, à Annie Montaud de s'exprimer à son tour. Alors nous allons quitter le Japon pour l'Inde. Alors Annie Montaud est une des meilleures connaisseurs du monde indien. Elle est ancienne élève de l'École normale supérieure, elle aussi. Et elle a enseigné pendant de longues années la linguistique et la littérature, et notamment elle a enseigné le hindi à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Je ne vais pas là non plus vous... Maintenant, les bibliographies sont faciles à trouver sur Internet. Je vous dirais simplement, et je vous recommanderais, c'était un peu intéressé comme recommandation, je dois le dire, parce que c'est dans une collection avec laquelle j'ai quelques liens. Annie Montaud a traduit d'une façon que je trouve magnifique, je peux le dire, parce que je sais qu'elle va m'en vouloir, mais enfin, je trouve que c'est une traduction admirable, un texte qui n'avait jamais été traduit en français jusqu'à présent, qui est le Hind Swaraj de Gandhi, qui est un texte que Gandhi a écrit en 1905 et qui a intérêt pour notre collègue en ce qu'il est la première, à ma connaissance, critique justement décentrée, c'est-à-dire venant d'un non-occidental, sur la course technologique occidentale. Alors, le Hind Swaraj, je vais le résumer d'une façon caricaturale. Gandhi se demande, et il demande aux Indiens, qu'allons-nous faire quand nous serons souverains? Que veut dire la souveraineté pour nous, les Indiens? Et sa réponse consiste à dire, si nous faisons comme les Anglais, c'est-à-dire si nous concevons la souveraineté et le développement de l'Inde comme les Anglais, autant garder les Anglais. Donc il faut les penser d'une façon radicalement différente. Alors ce texte contient des charges extrêmement violentes, enfin violentes, non, c'est un non-violent Gandhi, mais enfin virulentes, contre les chemins de fer, les médecins et même les juristes, c'est ce que nous sommes prêts à lui pardonner en premier, qui n'ont rien à envier d'ailleurs aux pages de Simone Weil quelques années plus tard, à propos des juristes. Alors ce texte qui était donc inconnu en France, mais qui est célébrissime en Inde parce qu'il a été mis de côté un petit peu par le parti du Congrès, si je me souviens bien de l'histoire, parce que comme il critiquait un peu le développement sur le modèle occidental, ça gênait quand même un peu Nehru. Il dit, bon, Gandhi, nous t'adorons, mais enfin quand même, si tu peux... et c'est donc a été publié chez Fayard dans la traduction d'Annie. Excuse-moi cette présentation si longue, avec une petite note introductive de Charles Malamud sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir demain. Donc après cette page de réclame pour le Hind Swaraj, Fayard de 2014, je passe la parole à Annie.